Il y a un peu 3 stratégies qui sont adoptées par les sites qui font du référencement, du white hat, dark hat et grey hat. Que j'aime bien traduire un peu par les bons, les méchants et les malins. En gros, aux yeux de Google, le but c'est d'être malin. En s'intéressant un peu au fonctionnement de l'algo, tu comprends vite que tu es un peu sur une stratégie d'implémentation. Quand tu lances une plateforme de e-commerce, le SEO d'une plateforme de e-commerce, c'est un peu la même chose que l'emplacement physique d'un magasin. Ton moteur de recherche, il va placer un peu ton magasin sur un lieu qui a une forte affluence et donc une requête qui est très recherchée du coup pour toi, et il va essayer de te positionner de manière pérenne dans ce lieu de fort trafic. Donc, bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commerce et l'été. On a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Paul Chaton, responsable acquisition chez Mediflash. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, on parle d'une plateforme de mise en relation pour les soignants et les organismes de santé. Et en plus de son rôle dans l'entreprise, Paul a également opéré chez la start-up Capharnaüm, une marketplace de mobilier vintage et d'accessoires de décoration pour enfants qu'il a cofondé quand il était étudiant. Paul, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Hello Antoine, merci à toi pour l'invitation. Et Paul, peut-être tu pourrais nous expliquer avant qu'on commence plusieurs détails ce qu'est Mediflash, une organisation que quand j'ai découvert, j'ai trouvé fantastique et je pense que ça vaut la peine que notre audience en sache un peu plus. Ouais, bien sûr. Chez Mediflash, en fait, on met en relation des établissements de santé avec des soignants qui ont un statut d'indépendant pour des missions de renfort, en essayant de revaloriser leur travail et de leur donner un petit peu la place qu'ils méritent dans le système de santé, si tu veux, et qui est très très important et un vrai sujet en France. Concrètement, nous, notre objectif, c'est de permettre aux soignants de travailler où ils veulent, quand ils veulent, et avec de meilleures rémunérations que ce qu'ils ont actuellement. C'est un peu le gros sujet, du moins en France aujourd'hui. Et tout ça, évidemment, sans que le coût soit répercuté sur les établissements de santé. On pourra en parler peut-être et décortiquer un petit peu plus en détail Mediflash tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu travailles dans une organisation qui est un marketplace, mais à la base, c'est un gros background, comme je le disais en introduction, en e-commerce avec la marque Capharnaüm. Peut-être tu peux nous ramener un petit peu à tes débuts quand tu étais étudiant et que tu as lancé le tout. Comment ça s'est mis en place, tout ça? Quelle est la genèse derrière ça? En fait, quand j'avais 19 ans, j'ai lancé Capharnaüm avec une de mes enseignantes de la fac. Donc, c'est un peu de manière assez anecdotique, vu que tu t'associes pas toujours avec avec ton enseignante. Et en fait, j'étais étudiant, elle était la responsable de ma promo. Elle avait une idée et elle cherchait un stagiaire pour l'aider à la lancer. En un mois, on a super bien matché et on s'est associés pour lancer un peu cette aventure à deux. Concrètement, Capharnaüm, en 2 mots, c'est une marketplace de mobilier vintage pour enfants. Mais du coup, qui dit marketplace, tu t'en doutes et tu as dû le voir dans pas mal d'épisodes du podcast, dit marketing. Et un bon service client, évidemment, on va pas se mentir. Du coup, en fait, une fois que tu as fait un peu toute la partie technique et une fois que toute ta partie technique tourne, tu dois tout miser sur de la visibilité. C'est un peu le nerf de la guerre de la marketplace. Il y a tellement de plateformes de e-commerce aujourd'hui avec de plus en plus de personnes qui se lancent même sur du dropshipping ou des choses comme ça. Tu es obligé de tout miser sur du marketing. Soit tu es visible, soit tu meurs, concrètement. Donc en fait, quand on l'a lancé, nous, mon associé, elle avait un gros bagage de communication qu'on appelle un peu traditionnel, entre guillemets. En plus d'être ma prof, en fait, pendant 22 ans, elle était à la direction de la communication des hôpitaux de Paris. Qui est un gros groupe en France, et donc en fait elle a un gros background sur la com, mais plus traditionnel, pas très digital, mais avec beaucoup de relations presse, d'événementiel, de choses comme ça, ce qui nous a pas mal aidé à nous lancer au début. Et moi j'ai apporté tout l'aspect digital. Donc moi j'étais super jeune, hein. J'avais très peu de formation, j'avais 19 ans, je me suis formé sur des bons vieux tutos YouTube dans des langues absolument incompréhensibles, mais petit à petit tu t'en sors. Et en fait au début, évidemment je me suis formé à la gestion du site parce qu'il fallait quand même faire tourner la boutique et mettre les mains dans le cambouis. Et après, sur tout type de canaux d'acquisition, je me suis pas mal focus sur du Facebook Ads pour commencer à grossir, et ça marchait bien. Mais en fait, en faisant ça, j'ai vite compris que le SEO pour nous c'était un peu le nerf de la guerre, et qu'on était obligé de creuser le sujet sans délaisser l'Ads, évidemment. Et pourquoi le SEO, selon toi, était plus important ou peut-être plus primordial sur le long terme que les canaux payants? Qu'est-ce que tu as vu comme élément primordial pour la croissance de l'entreprise? En fait, au début, j'y connaissais rien, et aujourd'hui, il y a pas mal de canaux externes qui viennent prendre le dessus, hein. Aujourd'hui, on a à peu près 30 000 abonnés sur Instagram et on vend beaucoup grâce à ça. Mais en fait, au début, pour se faire connaître, fallait un bon trafic. On était un peu obligé. Donc rapidement, on a été aidé par des très bons articles presse avec des journaux qui ont une certaine notoriété en France, donc qui nous ont généré beaucoup de backlinks avec du gros trafic. Et donc en fait, fallait pas laisser redescendre l'attention, si tu veux. Donc je me suis focus sur des SEO pour essayer de craquer un peu la chose, et en voyant le trafic que ramenaient ces articles de presse, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à craquer, que ce soit avec des backlinks mais aussi avec de la création de contenu.
Et en fait, au début, en faisant que ça, au bout de la première année, on faisait à peu près dans les 800 visites par jour, il me semble, et 80% de ces 800 visites par jour venaient du SEO. Oh, Donc wow. concrètement, pour moi, le SEO, très vite, je me suis dit, attends, il y a quelque chose à craquer là-dessus. J'y connaissais rien. J'ai essayé de faire pas mal de témoignages et d'enregistrements avec des experts du sujet qui connaissent d'ailleurs même encore aujourd'hui bien plus que moi, pour essayer de craquer le truc et comprendre un peu comment tu l'adaptes au e-commerce en ayant un peu la rapidité que tu es censé lui apporter quand même, parce que tu es quand même obligé de vendre pour faire tourner ta boîte. Donc en fait, quand tu vends quelque chose en ligne, c'est un peu le nerf de la guerre, encore une fois, parce que tu as les 3 premiers résultats naturels de Google. Je crois qu'il me semble qu'ils génèrent à peu près 80% des résultats des recherches, 80% des clics. Donc en fait, quand tu vends un truc en ligne, tu es un peu obligé d'y passer, et c'est le seul moyen, si tu veux avoir une stratégie un peu pérenne, mais surtout, on va pas se mentir, c'est le seul moyen d'avoir une stratégie pérenne avec peu de budget. Parce que nous, on n'avait presque pas d'argent au début, fallait trouver un moyen de craquer ça avec le faible budget qu'on avait. Le SEO, en plus d'être une démarche qui est un peu longue durée par rapport au SEA évidemment, pour moi, ça représente surtout l'avantage pour une petite boîte qui demande aucun investissement financier en tant que tel. Attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas gratuit. Ouais, bien sûr. Le SEO n'est pas gratuit clairement, mais on va dire qu'il demande aucun investissement financier pur. Il demande surtout de l'investissement humain, qui est clairement pas à prendre à la légère. Hein, mais quand on lance ta boîte, ton investissement humain, c'est toi qui décides de l'allouer où tu veux. Parfois la nuit, hein, évidemment, mais forcément, tu peux te permettre de plus creuser des canaux comme ça. Ce que je veux dire, en fait, c'est que le SEA, tu vois, c'est très intéressant, et pour nous aujourd'hui, ça représente une bonne part. Mais au début, sans budget, tu fais rien. Si tu mets des 10, 20 balles tous les jours, tu vas pas aller très loin avec que ça soit sur Facebook Ads ou sur Google Ads. Tu dois connaître le truc mieux que moi. Du coup, on était obligé de passer du temps sur des sujets qui pouvaient nous créer un truc un peu long terme. Et comme on avait été rentable assez vite, on pouvait un peu se permettre de creuser des trucs comme ça. En fait, moi, le vrai sujet du référencement, et comme je te disais la dernière fois, j'ai lancé pas mal de sujets dessus, et j'ai écrit après 2 mémoires dessus, donc j'ai un peu poncé le sujet dans tous les sens. C'est que j'y voyais un peu 2 trucs. Pour moi, en creusant et en écrivant d'ailleurs ces mémoires dessus, j'ai compris un peu qu'il y avait deux gros trucs importants. Le premier, pour moi, c'est que il y a un peu 3 stratégies qui sont adoptées par les sites qui font du référencement. C'est ce qu'on appelle un peu, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, du white hat, dark hat et grey hat. En fait, moi, ce que j'aime bien traduire un peu par les bons, les méchants et les malins, quoi. Avec en gros, aux yeux de Google, le but c'est d'être malin. La strat, c'est d'être ni tout blanc ni tout noir. Quand tu es un peu en dark hat, forcément, tu vas adopter un certain art à exploiter un peu les failles de l'algo et de manipuler un peu les résultats de recherche en ta faveur, en bourrant de requêtes cachées ou avec des choses un petit peu dégueu, quoi, en surchargeant de mots-clés dans ton contenu. Mais du coup, tu insères le plus possible de mots-clés avec évidemment un potentiel retour sur investissement, mais en cassant un peu la lecture du mec qui va venir lire ton contenu. Donc, ça peut être très bon et ça peut marcher très vite, mais si Google s'en aperçoit et si l'algo s'en aperçoit et il commence à être de plus en plus performant là-dessus, tu peux vite te faire avoir. Et s'il s'aperçoit de ton petit jeu, les sanctions, elles peuvent être quand même assez vénères. Ça peut aller, je crois, jusqu'à la fermeture du site complet ou même au déréférencement de ton nom de domaine. Donc, tu es un peu obligé de lier un peu, de jouer un peu avec l'éthique que te reconseille la documentation de Google, qui est d'ailleurs très longue et complètement imbuvable, et d'essayer de manier un peu les deux en faisant du grey hat, du chapeau gris, si on veut le traduire en français, pour faire un mariage du très recommandé par Google et la limite du recommandé, pour essayer d'influencer l'algorithme un peu sans être trop ambitieux et en respectant quand même User Analytics pour minimiser les chances de te faire appréhender, en fait. En fait, le deuxième truc que j'ai craqué, pour moi, c'est que en s'intéressant un peu au fonctionnement de l'algo, tu comprends vite que tu es un peu sur une stratégie d'implémentation. Et ça, c'est assez marrant et j'aime bien le traduire comme ça. Je donne des cours à côté dans une école de communication à Paris et j'aime bien faire la comparaison à mes étudiants entre le SEO et le lancement d'une boutique un peu physique. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu la même chose. Quand tu lances une plateforme de e-commerce, le SEO d'une plateforme de e-commerce, c'est un peu la même chose que l'emplacement physique d'un magasin. En fait, avant Internet, on pouvait rechercher un magasin qu'en utilisant sa localisation.
ou alors par ordre alphabétique si tu utilisais des annuaires. Aujourd'hui, avec le moteur de recherche, en fait, tes critères, ils ont complètement changé. Ton filtre, il a changé et le monde du e-commerce, il crée un peu un modèle d'insertion qui va un peu dans le même sens du lieu physique, comme une ville, une rue très fréquentée ou un quartier très fréquenté, qui va du coup te permettre d'avoir beaucoup de visiteurs. Bah, c'est un peu pareil, là, ton moteur de recherche, il va placer un peu ton magasin sur un lieu qui a une forte affluence. Et donc une requête qui est très recherchée du coup pour toi, et il va essayer de te positionner de manière pérenne dans ce lieu de fort trafic. En fait, on garde exactement la même logique quand on rentre dans un supermarché, et ça c'est la comparaison que j'aime le plus, même si tout le monde rigole à ce moment-là. En fait, quand tu rentres dans le supermarché, pour moi, si tu veux pousser le vice, c'est un peu pareil. Quand tu arrives dans un magasin de grande distribution, tu as différentes gammes de produits. À l'entrée du magasin, tu as des produits qui te sont suggérés, tu as des têtes de rayon, tu as de la proximité avec les caisses, tu as le fait que les produits, ils ont plus de chances d'être vendus s'ils sont à hauteur des yeux. Ton paquet de pâtes ou tes spéculoos que tu vas aller acheter au magasin sont forcément les plus vendus à hauteur des yeux que ceux qui sont placés tout en bas et ceux qui sont placés tout en haut. C'est un peu pareil quand tu rentres dans un site. Une fois que tu es rentré dedans, c'est un peu ce que Google appelle le SXO, qui est un peu le prolongement du SEO, le Search Experience Optimization. En fait, c'est exactement ça. Si tu veux, quand tu rentres dans une boutique, tu as plus de chances d'être référencé si du coup ton organisation interne à l'intérieur de ton site place du coup les produits qui sont les plus susceptibles d'être vendus rapidement en tête de gondole, donc sur ta première page. Tout ça, Google va le voir, et ça va te permettre de déterminer un peu si ton site est bien adapté à ce que venait chercher ton utilisateur, ou bien si à l'inverse, tu tapes un taux de rebond qui est énorme et donc du coup, t'es pas assez performant pour ton trafic. Finalement, ça vous a donné des bons résultats? Vous avez été capable de générer beaucoup de ventes avec le SEO? Ouais, franchement, en fait, finalement, on faisait les 2-3 premières années. Aujourd'hui, on l'a lancé en 2018. Donc là, aujourd'hui, ça va faire déjà quand même pas mal de temps. Mais en fait, les 2-3 premières années, on vendait presque que, on va dire, allez, 90% de nos ventes étaient grâce au SEO. Les réseaux sociaux, ça nous permettait d'être visible et de se faire une petite notoriété. Et aujourd'hui, on vend énormément grâce à ça. Mais les 3 premières années, on a tout misé là-dessus, et tant mieux, entre guillemets, parce qu'en fait, on a compris que après tout ce qu'on s'est dit de manière un peu théorique sur le SEO, la presse, comme je te disais, ça nous a ramené énormément de backlinks qui avaient des gros impacts, parce que du coup, sur des sites qui ont 100 fois plus de poids que le reste. Mais surtout, on a compris un vrai truc et on a tout misé là-dessus, c'est que quand tu es une marketplace, en fait, le nerf de la guerre du SEO, ça reste le contenu, évidemment, et il faut montrer à Google que tu as le plus de contenu possible. Et en fait, quand tu es une marketplace, tu es super aidé par ton contenu, parce que le but, c'est de créer un maximum de contenu bourré de requêtes qui t'intéressent. Mais alors du coup, quoi de mieux que des dizaines de fiches produits qui vont rentrer tous les jours sur ton site pour créer des nouvelles pages, et donc créer des nouvelles pages qui sont structurées avec des mots-clés qui t'intéressent, etc. Et en tant que marketplace, on va pas se mentir, dans 80% des cas, c'est même tes vendeurs qui font le taf à ta place. Parce que du coup, c'est eux qui mettent en ligne tes produits, c'est eux qui mettent en ligne les photos, c'est eux qui font la rédaction des textes. Toi, tu les repasses et tu as des équipes qui optimisent tout ça. Mais en fait, tu as énormément d'avantages avec ta marketplace, parce que du coup, tu as du contenu qui est un peu considéré comme chaud pour Google, et par l'algo du coup, qui rentre presque tous les jours avec des dizaines de fiches produits, et qui te sert du coup avec tout ce contenu qui te considère comme des pages un peu récentes et des pages conséquentes. Et du coup, nous, on s'est énormément aidé de notre volume de fiches produits pour faire une bonne partie du taf. Toutes ces stratégies-là, est-ce que tu les as amenées chez Mediflash un peu? Est-ce que ça a été ça ta stratégie de commercialisation quand tu es arrivé dans l'entreprise? Et ben, ce qui est marrant, c'est que justement, c'est ce que je pensais faire quand je suis arrivé chez Mediflash, et j'ai un peu dû rebattre les cartes, parce qu'on n'adoptait pas exactement la même technique d'approche chez Mediflash. On n'était pas dans la même logique. Chez Capharnaüm, on était plus sur un modèle de PME où on allait atteindre la rentabilité et créer un modèle un peu périn. Chez Mediflash, à mon arrivée, on a dû créer un peu un modèle qui était potentiel à la levée de fonds, entre guillemets. Donc, on devait aller très vite. En fait, quand je suis arrivé chez Mediflash, aujourd'hui d'ailleurs, je gère toujours Capharnaüm en parallèle de Mediflash, et j'adore avoir les deux. Mais quand il me semble que je suis arrivé en 2021, il y a 3 ans. En fait, après 3 ans de lancement de Capharnaüm, j'avais envie d'un nouveau challenge. Et en fait, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, et j'ai cherché une boîte que je pouvais rejoindre au lancement, et avec un produit, avec une mission qui me parle un peu.
En fait, quand je suis rentré en contact avec les fondateurs, on a rapidement accroché, on est assez complémentaires et on a vite compris qu'on avait la même vision et la même capacité d'exécution, on va dire. Mais en fait, quand je suis arrivé, on était 6. Aujourd'hui, on est une quarantaine. Donc, j'ai vu un peu le bébé grossir. C'est ça qui me plaît d'ailleurs et c'est ça que je recherche. Mais aujourd'hui, j'ai une équipe qui m'aide sur toutes les actions marketing et qui sont super, hein. Je pourrais clairement pas tout gérer sans eux. Mais quand je suis arrivé, il y avait tout à faire. J'étais tout seul sur du marketing. Donc, comme au lancement de Capharnaüm, j'ai dû repartir à zéro et mettre les mains dans le cambouis. En fait, j'ai compris que l'approche marketing était quand même très différente. Et qu'est-ce qu'il y avait de différent ici? Parle-nous un petit peu de ce que tu as découvert. En fait, ce qui est marrant, c'est que, et mine de rien, même si ça paraît anecdotique, pardon, en fait, même si le mobilier et la santé sont super éloignés, les canaux d'acquisition sont les mêmes. Donc ça, je partais quand même avec un avantage là-dessus, alors qu'on parle d'un truc qui n'a rien à voir. En fait, Mediflash, ça reste une marketplace. Donc, tu as de la mise en relation, comme Capharnaüm finalement. Et ce qui est marrant, c'est que nos deux cibles se ressemblent et s'adressent de la même manière. D'un côté, tu as des soignants, où du coup le persona va ressembler énormément aux acheteurs de mobilier pour enfants, alors que avant ça, j'y connaissais rien et j'aurais jamais misé là-dessus. En fait, faut savoir qu'à peu près 80% des aides-soignants qui sont sur la plateforme Mediflash, mais aussi des aides-soignants en France, c'est des femmes et c'est des mères de famille. Et donc en fait, en apprenant ça, je me suis dit attends, mais en fait on parle exactement à la même cible que des mères de famille qui vont acheter du mobilier pour enfants. Et donc là, dès le SEO, je me suis dit bah il faut tout miser là-dessus. Il n'y a pas de miracle, c'est une cible comme ça et on ouvre une région et on arrose de Facebook Ads. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, sauf que du coup, on est obligé d'aller très vite parce que notre objectif, quand j'ai rejoint Mediflash, notre objectif, c'était de lever des fonds. Donc, pour lever des fonds, fallait montrer que tu avais un CA à x10 tous les mois et qu'il fallait accélérer. Donc, au début, j'ai arrosé à fond de Facebook Ads et c'est ce qui a marché avec un fonctionnement un peu particulier parce que tu pouvais pas te permettre de passer trop de temps sur du SEO parce que comme tu voulais des gros volumes de soignants inscrits d'un coup, tu étais obligé de lier un peu. Mais quand tu n'es pas présent sur toutes les régions de France, tu es obligé de faire des campagnes de Facebook Ads qui sont très, très restreintes. Parce que du coup, tu es obligé de jouer avec tes ensembles de publicité. C'est sûr. Pour mettre des microcosmes autour des villes principales en France. Parce que nous, au début, on était que sur le marché français. D'ailleurs, encore aujourd'hui, parce qu'on l'étend un peu petit à petit. En fait, tu es super restreint par l'algo. Donc, du coup, tu es obligé de jouer avec tes ciblages et d'essayer de faire beaucoup de retargeting et beaucoup de lookalike autour de ta cible principale. Et en fait, de l'autre côté, ce qui était marrant aussi, c'était de voir que nos directeurs d'établissement, donc qui sont notre deuxième cible, tu peux les assimiler à notre cible B2B de brocanteur chez Capharnaüm. Pareil, tu te dis, mais attends, on parle pas du tout de la même chose. Mais en fait, c'est des profils qui sont relativement similaires dans la manière de les adresser et qui s'adressent de la même manière parce qu'ils sont très peu connectés. Donc, tu es obligé de les adresser par des techniques qui sont commerciales, que moi, j'aime bien d'appeler des techniques commerciales des années 80, même si mes sales détesteraient m'entendre dire ça. Mais en fait, tu es obligé de revenir un petit peu au commercial vieux de la vieille, entre guillemets, en repartant sur des techniques un petit peu anciennes avec du call calling, du démarchage avec des rendez-vous en physique, un process de vente qui est forcément beaucoup plus long. Donc, on est loin du soignant qui, lui, du coup, peut s'inscrire sur un formulaire en ligne et faire des missions de remplacement le lendemain de son inscription. Là, l'établissement de santé, c'est un peu comme nous avec les brocanteurs, c'est des gens qui sont très peu digitaux. Donc, du coup, que tu vas devoir adresser avec un process de vente qui est très long et qui est pas du tout de la même manière, qui va te demander beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'humains. Mais l'objectif, c'est forcément de fluidifier un peu ton funnel de vente et d'apporter quand même un tas d'automation dessus pour optimiser un peu tes leads entrants et éviter de faire du cold calling qui forcément est le plus fastidieux et le plus fastidieux pour tes sales. On va pas se mentir, aucun sales n'adore faire que du cold calling toute la journée. Donc du coup, le but c'est d'essayer de jouer avec tes deux cibles pour appliquer les techniques qui marchent le mieux donc en ads sur les soignants et les répliquer côté établissement. En fait, quand je suis arrivé chez Mediflash, on allait très vite. Comme je te disais, l'objectif c'était de faire x10 en un an et on l'a fait, tant mieux. Et du coup, on a levé des fonds juste après ça. Mais en fait, pour ça, on était obligé de mettre de côté toutes les actions qui prenaient du temps et donc le SEO parce que du coup et laisser d'ailleurs le démarchage d'établissement à des commerciaux avec une grosse équipe de commerciaux qui pouvaient avoir une grosse capacité d'exécution. Maintenant, aujourd'hui, et je suis content d'ailleurs d'en parler maintenant parce que avec un peu de recul et au bout de 3 ans, maintenant qu'on a fait notre objectif de levée de fonds, on a un peu plus de recul et un peu plus de luxe entre guillemets de pouvoir tester de nouvelles actions, se focus sur de l'acquisition d'établissements du coup avec des canaux digitaux quand même si on parle pas à la même cible, en essayant d'appliquer un peu de démarchage de séquences automatisées si tu veux sur LinkedIn ou des choses comme ça. Et c'est un peu
c'est le seul réseau social qu'on peut utiliser pour des directeurs d'établissements de santé, parce que comme je te disais, ils sont pas trop connectés. Mais tu vas un peu rebattre les cartes et essayer d'adapter ce que tu sais faire côté soignant. Et dis-moi, on avait reçu récemment l'équipe de Wikasa qui nous parlait à quel point qu'ils étaient proches de leurs métriques. Eux, tout était relié à un ratio de LTV sur CAC et par la suite, ils étaient capables d'isoler le tout par plateforme, par publicité même. Qu'en est-il de votre côté? Quelles sont les métriques très importantes que vous suivez pour savoir quels investissements vous devez faire, comment s'y prendre au niveau de votre marketing? Je serais curieux de t'entendre ici. Ouais, bah en fait, je connais très bien Wikasa, donc c'est marrant que tu parles de ça, et leur produit est super. Comme tu dis, en fait, on a exactement le même type de boîte, on fait de la mise en relation d'indépendants, même si eux ils travaillent surtout sur du domicile, c'est relativement le même secteur. En fait, je la rejoins complètement. Les métriques que tu vas regarder, c'est vraiment le nerf de la guerre quand tu fais ça. Et nous, on a plusieurs points qui sont assez importants. En fait, le premier truc, c'est que tu as LTV, comme tu disais là juste avant, et ton LTV est sur le CAC par canal d'acquisition, c'est le plus important. Et en fait, nous, on a un CAC qui est très bas aujourd'hui. On a un CAC pour l'acquisition de nos soignants qui est extrêmement faible à l'inscription, donc très rentable, hein, mais à l'inscription, il me semble qu'on est entre 1 et 2 euros. Et à la réalisation de mission, donc à l'acquisition complète, donc le soignant qui va vraiment travailler avec nous et donc te rapporter de l'argent, on est dans les 15 euros. En fait, le vrai problème, et comme tu le disais juste avant avec Wikasa, c'est que par contre, on est sur des missions de renfort qui sont ponctuelles. Notre marché, c'est vraiment du renfort dans les établissements de santé. Donc, c'est des choses qui sont très ponctuelles, donc très temporaires. C'est pas quelque chose qui est sur le long terme. Et donc, en fait, comme tu n'as rien de longue durée, tu as tellement de facteurs qui vont faire que tu es obligé de renouveler ta base tout le temps parce que ta LTV, elle est super basse. En fait, tu as des soignants qui font ça juste pour des petits compléments de salaire, qui viennent tester juste un établissement de santé pour après prendre un emploi à long terme chez eux. Et trop bien d'ailleurs, parce que ça veut dire que du coup, ils trouvent un métier qui leur convient et un environnement de travail qui leur convient. Donc nous, c'est un peu le monde idéal quand ça se passe. Mais du coup, ce qui fait que tu as énormément de facteurs qui font que tu peux perdre des soignants. Et donc, il me semble que nous, en moyenne, la majorité de nos soignants, ils vont rester 5-6 mois sur la plateforme, qui est très bas, parce que du coup, tu es obligé de renouveler tout le temps ton flux et tout le temps ta base. Et aujourd'hui, je crois qu'on fait en moyenne entre 50 et 80 inscrits par jour de soignants, Quand même. mais c'est clairement pas trop. Ça paraît énorme dit comme ça, mais en fait, Ouais, mais il reste pas si longtemps, là. Ouais. C'est ça. Comme il reste pas si longtemps, t'as pas le choix. Tu es obligé d'aller super vite. Et le plus important, en fait, et le plus compliqué, c'est d'ajuster en fait ton ratio offre et demande. Et c'est un peu ça le plus galère, c'est que même si aujourd'hui, avec de l'acquisition soignant, on sait le faire, comme je te disais, on est entre 50 et 80 inscrits par jour. En fait, quand tu as des besoins, tu peux réagir très vite côté soignant. Parce que si tu as beaucoup de soignants, bah si ton modèle il repose sur de l'ADS, si demain, si tu sais bien paramétrer tes campagnes, si demain je décide de dépenser 10K par jour sur Facebook Ads, bah mon volume de soignants il va flamber. Mais côté établissement, c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus compliqué vu que tu dépends encore une fois de la demande qui est de la demande d'urgence. Donc en fait, tu as des établissements qui sont en galère et qui vont te faire des besoins de dernière minute. Donc ce qui est très compliqué à anticiper parce qu'un mois, tu peux avoir des établissements ou des structures qui vont te faire des demandes, on va dire aller dans les 400 besoins pendant un mois, ce qui est énorme. Et d'un mois à l'autre, il peut passer à 4 besoins parce qu'il a recruté des employés entre-temps, parce qu'il a moins d'absence, il a moins de no-show ou des choses comme ça. Donc en fait, ce ratio offre-demande, et on est complètement dépendant. Et c'est forcément le plus facile à ajuster côté soignant parce que bah, c'est de l'acquisition digitale, donc du coup tu peux aller plus vite que côté acquisition avec côté acquisition d'établissement, du coup avec un modèle de vente qui est plus long et avec un funnel d'acquisition comme je disais tout à l'heure qui forcément est beaucoup plus conséquent, donc tu peux moins réagir dans la minute. Moi, quand je suis arrivé chez Mediflash, en fait, on était 6, je rejoignais les fondateurs, donc j'étais le seul à faire du marketing. J'ai un peu voulu me prouver que je savais le faire, tu vois. Donc je suis arrivé, j'ai un peu mis les mains dans le cambouis sur Facebook Ads. Je suis arrivé en septembre et la courbe de volume d'inscrits en octobre, du coup, elle est passée de 10 inscrits par jour à 200 par jour en octobre. Ce qui était énorme. Wow. Et moi, j'étais là en mode, waouh, regardez les gars, comme je suis trop fort, j'ai craqué votre business. Sauf que non, en fait, je me suis mis clairement le doigt dans l'œil parce que, ok, c'était cool, j'avais plein de soignants inscrits sur la plateforme, mais en face, j'avais pas mon équipe commerciale. C'est ça. Mon équipe commerciale, elle était toujours de 2 personnes. Hein. Donc, je me suis retrouvé bien con avec mes 200 soignants inscrits par jour. C'était super, mais j'avais rien à leur proposer.
Donc, même si on a un marché qui est super et que nos soignants ont la chance de pouvoir être rémunérés bien plus que ce qu'ils peuvent avoir à côté, en fait, t'as beau leur vendre du rêve, si tu vends le fait que ta plateforme est géniale, mais que t'as rien à leur proposer derrière, tu te mets le doigt dans l'œil. Et c'est pareil côté établissement de santé. Si d'un jour notre demande d'établissement de santé elle flambe et que j'ai pas assez de soignants pour répondre, bah on a beau prouver à tous les établissements de santé de France que ton marché est novateur et que personne l'a fait avant nous d'utiliser le statut d'indépendant pour ça et que ça va leur faire des économies énormes parce qu'ils économisent à peu près 25% sur ce qu'ils paieraient à côté. Si t'as personne à leur proposer en face, tu leur as vendu du rêve, mais 25% de zéro. Je comprends très, très bien. Puis dis-moi, c'est quoi qui vous attend dans les 12 prochains mois? Qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Vous avez levé des fonds? À quelle vitesse vous voulez aller pour la suite? En fait, maintenant qu'on a levé, comme je te disais, on a un petit peu plus de recul et on peut un peu plus se poser sur des outils. Au début, on allait très vite sur de l'acquisition de soignants. Maintenant, notre gros focus, et là sur les 12 prochains mois, il va rester le même, je pense, c'est du gros côté établissement de santé. Comme je te disais, on est sur un marché et une cible qui est très peu connectée. Jusqu'à maintenant, la prio, c'était côté soignant à fond et une grosse équipe commerciale qui peut aspirer beaucoup de flux de cold calling pour les établissements de santé. Aujourd'hui, maintenant qu'on a pas mal d'inscrits par jour côté soignant, on est obligé de réussir à amener du lead entrant côté établissement de santé pour permettre à nos sales d'aller plus vite. Parce que si tu es dépendant du cold calling, tu n'arriveras jamais à aller aussi vite que tu veux. Le cold calling, c'est fastidieux. Donc, en fait, ça marche. Et moi, j'y crois complètement au cold calling, surtout avec notre marché, hein, avec une cible qui est peu connectée. Mais depuis quelques mois, là, tu vois, on teste pas mal de l'acquisition via LinkedIn avec un outil qui s'appelle la grosse machine. Je sais pas si tu connais, qui est de l'acquisition avec des séquences automatisées sur LinkedIn, qui est super, qu'on utilisait avant nous pour du recrutement d'employés en interne, donc qu'on a réussi à adapter aux établissements de santé. Et en fait, on est passé là, je crois, en 3 mois, on a multiplié par 5 le nombre d'inscrits côté Wow. établissement. Donc c'est super. Et pour l'instant, on voit des résultats qui sont concrets. Et surtout, le vrai sujet, c'est que nous, on fait en sorte, du coup, en les faisant amener comme ça et pas par du cold calling, on fait en sorte de les driver directement vers de la prise de rendez-vous en visio si possible, pour permettre de traiter beaucoup plus de volume et forcément beaucoup plus qualifié en amont, pour éviter aux sales de perdre énormément de temps avec des leads qui aboutiront pas et qui ont juste été scrappés sur des grosses bases, mais qui vont faire du cold calling en tombant sur des secrétariats. On a encore pas mal de sujets à creuser, hein, mais tu as le même sujet côté Google Ads. En fait, tu réponds à de la demande d'urgence, donc pareil, c'est un canal qu'on devrait énormément tester parce que tout le monde sait que Google Ads pour l'urgence, c'est un peu le nerf de la guerre. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça, mais pendant plusieurs années, et moi quand j'étais étudiant, tout le monde me parlait de ça tout le temps. La requête, je crois, la plus chère en France sur Google Ads, je crois que c'est resté comme ça pendant 3-4 ans, c'était serrurier urgence. Parce Bien qu'en sûr. fait, t'es bloqué devant chez toi, t'es bloqué devant ta porte, t'as pas le choix. C'est le premier truc que tu fais, tu tapes dans Google serrurier urgence Paris, moi j'habite à Paris, et tu vas chercher un mec qui va pouvoir arriver très vite. Bah là c'est anecdotique, mais en fait c'est logique et on sort du besoin instantané. C'est exactement la même chose pour des établissements de santé. C'est des mecs qui ont des nœuds chauds avec des soignants qui se sont pas pointés ce matin, sauf que le soignant s'est pas pointé, mais par contre tes patients ils sont toujours dans l'établissement de santé. T'as besoin de les prendre en charge et t'as besoin de monde qui va pouvoir les prendre en charge. Donc t'es obligé d'aller très vite et donc pour moi ça reste un canal qui est super performant et qu'il faudrait qu'on creuse beaucoup plus, mais à voir après quel coût on peut y allouer et pas se perdre dans la masse évidemment parce que ça reste le problème de Google Ads à prendre avec des pincettes, quoi. Effectivement. Écoute, Paul, c'était vraiment fascinant de discuter avec toi. Un bon masterclass. Si on veut en savoir un petit peu plus, on va sur votre site web, j'imagine. Yes, carrément. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Paul Chaton, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent vont avoir une meilleure vision de leur SEO, mais également de leur campagne de marketing payante, comme vous avez été capable de le faire chez Mediflash. C'est assez fascinant tout ça. Donc, je suis convaincu que les gens vont avoir beaucoup d'informations qu'ils vont pouvoir mettre en place, surtout pour les mois importants qui arrivent avec le Q4, qui est une période très, très importante pour les gens qui sont dans le commerce en ligne. Donc, je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.